Le train est censé être notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique. Mais derrière les rails, les caténaires et les ateliers, il y a une réalité beaucoup moins visible, celle du financement. Cette vidéo est produite en partenariat avec Maclear, une plateforme de crowdlending B2B basée en Suisse, qui permet à des entreprises de l'économie réelle en Europe d'emprunter directement auprès de particuliers, plutôt qu'exclusivement auprès des banques. Les prêteurs, des personnes ordinaires comme vous et moi, perçoivent des intérêts et la plateforme se charge de sélectionner des emprunteurs, d'analyser leurs finances et de gérer les aspects juridiques. Le ticket d'entrée minimum est de 50 €, il n'y a pas de frais sur les dépôts, les investissements ou les retraits. Les projets affichent un taux cible jusqu'à 15% par an, variable selon les dossiers. Les intérêts sont versés chaque mois au prêteur et le capital en fin de prêt. Chaque prêt est adossé à un collatéral réel immobilier ou à des actifs de l'entreprise. La plateforme détient légalement ces garanties et peut les faire vendre en cas de défaut pour tenter de récupérer le capital des investisseurs. Ce n'est pas une garantie à 100%, mais cela augmente fortement la probabilité de recouvrement en cas de problème. Un fonds de réserve, le Provision Fund, permet en plus de compenser temporairement les retards de paiement des intérêts lorsqu'un emprunteur connaît des décalages de trésorerie. Ce fonds n'est pas une assurance contre le défaut total. Dans les cas sérieux, c'est le collatéral qui est mobilisé. Maclear AG opère en Suisse. Elle est membre de l'organisation d'autorégulation Polyreg sous la surveillance de la FINMA avec des contrôles externes et un audit assuré par Grant Thornton. Si vous souhaitez voir concrètement l'échéancier, le scoring et les garanties d'un projet précis, vous pouvez ouvrir sa fiche sur la plateforme et étudier les chiffres vous-même. Avertissement important, le prêt P2P comporte un risque de perte en capital. Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Consultez l'ensemble des avertissements sur les risques sur maclear.ch avant d'investir. Maintenant que le cadre est posé, revenons à notre sujet du jour. Le train est censé être notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique. Mais que se passe-t-il quand les conséquences de celui-ci commencent à s'attaquer aux infrastructures ferroviaires ? Depuis le début de l'été, les épisodes de forte chaleur le rappellent brutalement. Lorsque les températures dépassent les 35 à 40 degrés, les rails se dilatent, les caténaires se détendent, les climatisations montrent leurs limites et tout le système ferroviaire est obligé de s'adapter en ralentissant, voire en s'arrêtant pour éviter de trop nombreux incidents. C'est tout le paradoxe du rail d'aujourd'hui. Plus nous aurons besoin du train pour réduire nos émissions, plus il faudra l'adapter pour qu'il continue de fonctionner normalement dans des conditions extrêmes. Au-delà d'être vertueux, il lui est désormais demandé de faire preuve de résilience. Rails, caténaires, matériel roulant, signalisation, conception des lignes, et si tout ça était à repenser, le réseau ferroviaire français est-il prêt pour le climat de demain ? Où les vagues de chaleur et d'autres événements climatiques appelés à se multiplier vont-ils finir par refermer leurs pièges sur le train ? C'est ce que l'on va voir dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Le train est souvent présenté comme une solution pour le climat. Cependant, on l'a bien vu dans l'actualité de ce début d'été 2026, les périodes de canicule peuvent perturber sérieusement ces circulations. Encore récemment, SNCF Voyageurs a annoncé la suppression de pas moins d'un quart des intercités prévues de circuler dans toute la France entre le 7 et le 9 juillet. De telles annonces font suite à d'autres interruptions de trafic qui se sont multipliées depuis la mi-juin et ne seront probablement pas les dernières de cet été. Le paradoxe, c'est d'affirmer d'un côté que le train est l'un des moyens de transport les plus vertueux et de l'autre de constater qu'il est mis en difficulté lorsqu'il s'agit d'offrir une continuité de service les jours où le thermomètre affiche quelques degrés de trop. Dans ce contexte, SNCF Réseau, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire française, a mis au point sa stratégie d'adaptation au changement climatique qu'elle a publiée sous la forme d'une note consultable sur son site. Ces travaux s'appuient sur un scénario proposé en 2024 par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires qui prend comme hypothèse un réchauffement moyen de plus 4 degrés en France à l'horizon 2100 qui pourrait entraîner d'autres aléas climatiques plus difficiles à quantifier. Le réseau ferré français est constitué de 27 000 km de lignes. Il est particulièrement exposé aux intempéries du fait que par nature il est installé en extérieur. Ce qui en augmente la fragilité, c'est que son âge moyen est supérieur à celui de ceux de nos voisins européens. Les phénomènes auxquels il est exposé, pouvant provoquer de graves incidents, vont des chutes d'arbres sur la voie ou la caténaire en cas de vent violent, jusqu'à des risques de déformation de la voie ou des défaillances des équipements de signalisation pendant des vagues de chaleur qui pourraient se faire de plus en plus longues, sans oublier de possibles coulées de boue causées par de fortes précipitations, conséquence de l'augmentation des températures. Le principe étant que ces dernières provoqueront une augmentation de l'humidité de l'air
liées à l'évaporation qui pourrait conduire à la multiplication des épisodes type Cévenol, c'est-à-dire de très fortes précipitations. Au total, dans son étude, SNCF Réseau identifie une quinzaine d'événements climatiques pouvant avoir des conséquences importantes sur son réseau. Certains sont potentiellement assez localisés, comme les avalanches en montagne. D'autres, comme les inondations, peuvent concerner de plus larges parts du territoire français. C'est aussi le cas des fortes chaleurs, qui ont des conséquences relativement méconnues sur les rails. Historiquement, ceux-ci étaient constitués de barres d'une quarantaine de mètres, reliées entre elles par des éclisses. C'est cette disposition qui produisait le célèbre tac-tac, si caractéristique du bruit du train. Parmi les inconvénients de ce dispositif, il y avait la très forte usure des roues que provoquaient les nombreux chocs se produisant à chaque passage sur un nouveau coupon de voie, et l'impossibilité de rouler très vite. À partir des années 50, une nouvelle manière de poser la voie est apparue, les longs rails soudés dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Problème, les rails sont fabriqués en acier, un matériau qui travaille sous l'effet des changements de température. Lorsqu'il chauffe, il se dilate. Lorsqu'il refroidit, il se contracte. Lors d'un chantier de pose de rails, on attend donc si possible que ceux-ci se trouvent à leur température neutre, celle à laquelle aucun de ces deux phénomènes ne se produit, pour les fixer fermement via des attaches à des traverses désormais le plus souvent en béton, elles-mêmes solidement ancrées dans du ballast, une couche de pierre concassée située sous et autour des traverses qui sert de fondation à la voie ferrée. Dans l'idéal, la température de pose est égale à la température neutre, mais ce n'est bien évidemment pas toujours le cas. On doit alors chauffer le rail ou le mettre artificiellement en tension pour l'amener à la bonne température avant de le fixer. Petite précision complémentaire, la température neutre n'est bien évidemment pas la même d'une région à une autre. Elle dépend des conditions climatiques observées localement et, en certains points du réseau, elle a été augmentée afin de tenir compte du constat du phénomène du réchauffement global des températures. Mais que se passe-t-il lorsque celle-ci monte beaucoup ? Eh bien, celle des rails grimpe encore plus vite. La température mesurée à l'intérieur d'un rail exposé au soleil peut être supérieure de l'ordre de 15 à 20 degrés à celle de l'air. Le phénomène de dilatation est alors enclenché. Les rails cherchent à s'allonger. Comme ils sont très fermement fixés, ce mouvement n'est pas possible, ce qui crée une très forte contrainte mécanique interne dans l'acier lui-même. Celui-ci peut être absorbé par les attaches, les traverses et le ballast jusqu'à un certain point, au-delà duquel peut se produire un effet particulièrement redouté, le flambage de la voie. Imaginez que vous tenez entre vos mains une règle métallique et qu'à l'aide de vos doigts, vous exercez à chacune de ses extrémités une forte pression. Elle va résister jusqu'au moment où elle va brutalement se déformer. C'est ça, le flambage de la voie. Les deux fils de rail n'étant plus parfaitement parallèles, il devient d'autant plus dangereux d'y faire circuler des trains que leur vitesse est grande. C'est pourquoi, avant d'en arriver à des interdictions totales de circulation, des mesures de ralentissement peuvent être prises. Mais un train qui roule à faible vitesse d'un point A à un point B, c'est un train qui arrivera nécessairement en retard à sa destination et risque de perturber d'autres circulations. Une autre conséquence possible de l'augmentation des températures se fait sentir sur la caténaire. Il s'agit du fil qui alimente les trains en courant électrique. Constitué de conducteurs souvent en cuivre ou en alliage de cuivre, il est lui aussi très sensible à la chaleur et comme l'acier, sujet à dilatation. Conséquence, ce fil s'allonge et se détend. Des contrepoids mobiles s'efforcent de compenser ce phénomène. Mais lorsqu'ils n'y parviennent plus, sous l'effet d'une chaleur trop intense, la hauteur à laquelle se trouve le fil de contact diminue, ce qui peut rendre moins efficace le frottement du pantographe, le dispositif par lequel les locomotives captent le courant. Mais le risque est surtout de voir se multiplier les arcs électriques et, dans le pire des cas, un arrachement de la caténaire ou même celui du pantographe qui pourrait s'y retrouver piégé comme dans une toile d'araignée. Ces incidents font partie des plus redoutés en exploitation car, outre l'immobilisation des trains, qui, privés de courant, ne pourront plus bénéficier de la climatisation en pleine canicule, ils auront pour conséquence de longues réparations. En France, le courant peut avoir deux tensions, 1500 volts courant continu ou 25 000 volts courant alternatif. Environ la moitié du réseau est électrifié, toutes les voies récentes le sont en 25 000 volts, mais plus d'un tiers, soit 7500 km, reste en 1500 volts. Le problème est que celui-ci, de par sa conception, est plus fragile et plus sensible aux effets de la chaleur. SNCF Réseau a donc conçu, avec ses partenaires industriels, une nouvelle génération de caténaires 1500 volts appelée CS2R,
à la fois plus légères et plus résistantes, qui devraient être progressivement déployées à l'occasion d'opérations de renouvellement. Mais parfois, les problèmes ne sont pas directement visibles sur la voie. Ils se cachent dans des armoires, des coffrets ou des bâtiments techniques qui, même s'ils sont ventilés, peuvent atteindre des températures très élevées lorsque le soleil tape fort. Ces problèmes peuvent par exemple concerner les systèmes électroniques commandant la signalisation, c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs qui permettent de faire circuler des trains en toute sécurité. Les composants électroniques ont tous une plage thermique de fonctionnement, au-delà de laquelle leur comportement devient incertain. Des variations de tension, des faux contacts, des défaillances de cartes électroniques peuvent alors intervenir et avoir de lourdes conséquences sur le terrain. Un signal qui reste au rouge, une aiguille qui refuse de manœuvrer, un passage à niveau qui refuse de s'ouvrir ou au contraire de se fermer correctement sont autant d'incidents qui peuvent se produire. Dans le monde ferroviaire, une règle très simple est systématiquement appliquée. Lorsqu'il existe un doute sur la fiabilité d'une information, les systèmes adoptent leur état le plus restrictif. Un signal qui en temps ordinaire devrait par exemple afficher une lumière verte pour indiquer une autorisation de circulation sur une portion du réseau sera automatiquement mis au rouge le temps que l'incident soit résolu. Parmi les autres risques identifiés par SNCF Réseau dans le cadre de son étude, les incendies le long des voies. Les talus couverts de végétation deviennent ainsi des zones inflammables que la moindre étincelle liée à un freinage appuyé provoquant un échauffement ou tout autre événement peut très vite embraser. Lorsqu'un feu est détecté à proximité des voies, les règles de sécurité imposent au minimum un ralentissement et au pire une interruption des circulations, la visibilité étant réduite par la fumée et des équipements liés à la sécurité risquant d'être endommagés, sans compter les cendres qui pourraient se déposer sur des capteurs ou des balises empêchant leur bon fonctionnement. Mais la canicule ne s'attaque pas seulement aux infrastructures ferroviaires, elle s'invite également à bord des trains. Du point de vue des voyageurs, l'un des symptômes les plus perceptibles d'une vague de chaleur est la performance parfois médiocre de la climatisation, car les équipements qui la composent sont eux-mêmes soumis aux effets de la chaleur, et la température peut atteindre un niveau tel que ceux-ci ne soient plus en capacité de fonctionner efficacement. Au-delà du problème immédiatement perceptible de confort, on peut très vite toucher à des enjeux de santé publique. La montée en température à l'intérieur des voitures pouvant atteindre un niveau dangereux pour les personnes les plus fragiles. L'une des raisons pour lesquelles les trains intercités sont les plus impactés par les restrictions de circulation est l'âge des matériels roulants, qui en assurent les dessertes. Pour beaucoup, il s'agit de trains corail dont la conception remonte aux années 70, et même s'ils ont bénéficié de plusieurs campagnes de modernisation, disposent d'un système de climatisation prévu pour fonctionner jusqu'aux alentours des 30-35 degrés à l'extérieur, mais guère au-delà. Face à ces risques, les opérateurs cherchent d'abord à engager les matériels les plus modernes, dont les systèmes de climatisation comptent parmi les plus performants sur les lignes les plus exposées. Une autre stratégie consiste à programmer des contrôles préventifs renforcés des systèmes de climatisation avant la survenue des épisodes de canicule et avant que les faiblesses détectées ne se transforment en panne. Mais faute de matériel disponible en nombre suffisant, des suppressions préventives de trains peuvent être décidées pour limiter les risques d'avoir à faire face à des situations critiques. Autre point faible, les locomotives et automotrices modernes sont de véritables concentrés d'électronique de puissance et de systèmes informatisés, dont les composants dissipent beaucoup de chaleur. En temps normal, ils sont refroidis par des systèmes de ventilation forcée, parfois complétés par des systèmes de refroidissement liquide. Lors d'une canicule, ils se retrouvent confrontés à un air extérieur déjà très chaud, ce qui diminue leur capacité à évacuer la chaleur qu'ils produisent et parfois conduit à une restriction de puissance disponible pour éviter que les températures ne dépassent des seuils dangereux. D'où des pertes de performance qui peuvent aller jusqu'à l'immobilisation d'un train. Pour limiter ces risques, les opérateurs et les industriels cherchent à améliorer la résistance thermique des équipements des nouveaux matériels roulants en dimensionnant plus largement les systèmes de refroidissement, en choisissant des composants supportant des températures plus élevées et en optimisant la gestion de l'énergie pour réduire les pics de puissance. Encore faut-il que ces nouveaux équipements soient livrés à temps aux opérateurs. Le nouveau TGV que SNCF Voyageurs devait mettre en service avant les Jeux Olympiques de Paris de 2024 n'est toujours pas accessible aux voyageurs. Il est encore en phase d'essai. Un temps évoqué, la date du 1er juillet 2026 pour le voir effectuer enfin ses premiers tours de roue en service commercial n'a, elle non plus, pas été respectée. On parle maintenant de septembre 2026
pour le voir embarquer ses premiers passagers. Point positif, après les TGV orange, gris ou bleu, cette nouvelle génération de trains à grande vitesse sera entièrement peinte en blanc, et ce, afin d'éviter de stocker de la chaleur à l'intérieur de l'habitacle. Autre innovation, des batteries seront embarquées dans chacune des rames, afin de leur permettre de continuer leur route sur quelques kilomètres pour atteindre une gare, en cas de coupure d'électricité dans les caténaires, ou de maintenir la climatisation en fonction en cas d'arrêt prolongé. Quant aux rames oxygène, qui doivent remplacer les trains corail à bout de souffle, en service sur les lignes intercités entre Paris et Clermont-Ferrand, ou encore Paris-Orléans et Toulouse, ne sont pas annoncés avant 2027. Et encore, il s'agira d'une introduction progressive qui se poursuivra courant 2028 et courant 2029 pour la ligne Bordeaux-Marseille via Toulouse, qui sera la dernière servie. Les commandes de ces nouveaux trains ont pourtant été passées respectivement dès 2018 et 2019. Alors, que se passe-t-il ? La question qui semble toute française de la lenteur de l'homologation des nouvelles rames est ouvertement posée par Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui souhaite simplifier ce processus en France, constatant que celui-ci est plus long que chez nos voisins européens. Un exemple dont je vous reparlerai plus longuement dans un prochain reportage concerne les nouvelles rames qui doivent être mises en circulation sur le Mont-Blanc Express entre Saint-Gervais-le-Fayet en Haute-Savoie et Martigny en Suisse. Elles sont au nombre de 7, strictement identiques. 4 ont été livrées à la France et 3 à nos voisins. Depuis le 22 juin, ces nouvelles rames ont démarré leur exploitation régulière sur le territoire suisse. Elles ne pourront toutefois pas en faire de même côté français. Il va falloir attendre que le processus d'homologation soit terminé dans l'Hexagone, une procédure qui prend plus de temps de ce côté de la frontière et qui devrait nous amener à les voir circuler sur le versant français au plus tôt l'automne prochain. En attendant l'arrivée du nouveau TGV et des rames oxygène, il va donc falloir encore compter très certainement cet été et les prochains avec de nouveaux ralentissements de vitesse et leurs effets en chaîne. Si du point de vue de la sécurité, ces mesures sont efficaces, puisqu'en diminuant les efforts mécaniques sur les rails, les caténaires et les moteurs, on limite, voire évite bon nombre d'incidents, leurs conséquences peuvent être très importantes sur les plans d'exploitation. La capacité d'une ligne ferroviaire se mesure en nombre de trains pouvant y circuler chaque heure. Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée, les temps de parcours augmentent. Sur une ligne très chargée, la conséquence est que le nombre de trains qui peuvent être engagés doit être diminué, sauf à multiplier les conflits de circulation, voire des bouchons à l'entrée de certaines gares. Il faut donc soit espacer les trains et en supprimer certains, soit accepter une forte dégradation de la régularité de ceux encore sur les rails. Dans la pratique, les régulateurs préfèrent supprimer une partie des circulations plutôt que de laisser se dégrader une situation de manière trop chaotique. D'autant qu'un ralentissement sur une section clé peut retarder des trains qui devaient ensuite assurer des correspondances, des changements de conducteurs ou l'entrée en atelier des matériels roulants qui doivent subir des révisions ponctuelles fréquentes. Car un réseau de trains fonctionne sur la base de roulement, des programmes détaillés qui précisent quel train, avec quel matériel et quel personnel doit assurer telle mission, à quelle heure et où doit-il se trouver en fin de parcours pour être prêt à réaliser une nouvelle mission. Les ralentissements et autres incidents viennent perturber cette mécanique bien huilée et empêcher les roulements de se dérouler normalement. Pour éviter que cela ne se produise, les opérateurs en arrivent à définir un plan de circulation en mode dégradé. Dès lors se pose la question de la priorisation. Quels sont les trains à maintenir ? Lesquels supprimer ? Ces décisions ne sont pas simplement techniques, car elles ont aussi un impact économique et social. De fait, ce sont les lignes les mieux équipées, les mieux entretenues et celles disposant des matériels roulants les plus récents et des infrastructures les plus robustes qui sont donc prioritairement maintenues en service, créant par là même de nouvelles inégalités face à la possibilité de se déplacer en train en fonction du point du territoire dont on souhaite partir ou que l'on veut atteindre. Du côté des infrastructures, dans sa note, SNCF Réseau plaide pour le déploiement de nouvelles normes à mettre en œuvre lors de la construction de lignes. Mais pour l'essentiel du réseau, elle compte sur les vertus du rétrofit, même s'il s'agit d'une solution potentiellement plus coûteuse. Le principe ? Modifier les équipements existants en y installant des éléments plus récents ou une nouvelle technologie sans changer leur fonction de base, mais en prenant en compte leur durée de vie. Par exemple, il n'est pas utile de concevoir aujourd'hui un équipement télécom résistant aux conditions de l'an 2100, puisque l'on sait que sa durée de vie étant estimée à une vingtaine d'années, il aura été renouvelé 2 à 3 fois d'ici là. Alors le train est-il prêt à affronter le climat de demain ? La réponse est à la fois oui et non. Le train est indispensable pour réduire les émissions de CO2 des transports, donc il doit absolument être au cœur de la mobilité du futur. Mais aujourd'hui,
le réseau ferroviaire français montre ses fragilités lors des canicules ou des événements météo extrêmes, car il a été conçu pour un climat plus stable qui était celui que l'on a connu au XXe siècle. Certes, le groupe SNCF a engagé une stratégie d'adaptation, mais sans un plan d'investissement massif et durable, et sans une régénération accélérée des infrastructures, on ne peut pas dire que le train est déjà prêt pour le climat de demain. Tout juste est-il en cours de préparation. Il reste à aligner la stratégie d'adaptation avec des volumes d'investissement, un calendrier et des priorités assumées. Quelles lignes et quels ouvrages sont prioritaires? Quels niveaux de résilience sont visés? Par exemple, résister sans perturbation majeure à tant de jours au-dessus de 40 degrés. Sur quel calendrier? 2030? 2040? 2050? Quant à savoir si le train est vraiment un moyen de transport écologique, c'est une question à laquelle je réponds dans cette autre vidéo.